La recherche du vol Malaysia Airlines MH370 est devenue l'opération la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation, avec un budget compris entre 135 et 160 millions de dollars depuis sa disparition mystérieuse. Après plus d'une décennie d'échecs répétés, la technologie avancée des drones sous-marins offre enfin un nouvel espoir pour localiser l'appareil qui s'est volatilisé sans laisser de traces. Restez avec nous, car dans les prochaines minutes, on va décortiquer exactement ce que ce drone sous-marin a découvert, ce que ça signifie, et pourquoi certains ne voulaient vraiment pas que cette trouvaille voie le jour. Vol MH370. La disparition qui a secoué le monde. 8 mars 2014. Cette date ne vous dit peut-être rien au premier abord, mais elle le devrait. Ce jour-là, un vol de nuit ordinaire s'est transformé en cauchemar planétaire. Le vol Malaysia Airlines MH370 a décollé de Kuala Lumpur juste après minuit, direction Pékin. À bord, 239 personnes, des familles, des histoires, des rêves, des projets. Un vol banal, rien d'anormal. Mais cet avion n'est jamais arrivé. Il a disparu. Aucune trace, aucun avertissement, aucune explication. Franchement, qui paie un avion entier à notre époque, hein? On a tous vu les théories folles et les titres à sensation sur MH370, mais là, oubliez les spéculations. Après 11 longues années, un drone sous-marin vient peut-être de nous révéler la vérité. Mais où l'avion se cachait-il tout ce temps? Pourquoi ne l'a-t-on jamais trouvé avant? Et qu'est-ce qui rend ce drone si spécial? Accrochez-vous, parce que l'indice final qu'il a découvert risque de vous scotcher. Remontons maintenant le fil des événements, parce que c'est là que ça devient vraiment flippant. L'appareil, un Boeing 777-200ER, croisait tranquillement à 35 000 pieds à 1h01 du matin. Tout semblait normal, fluide, presque trop parfait. À 1h07, le système de données ACAR envoie son dernier message. Rien d'alarmant. Juste un « Salut, tout va bien, cap sur Pékin ». Puis, à 1h19, le pilote, le capitaine Zaria Macha, lance son dernier appel radio. « Bonne nuit, Malaysian 370 ». Vous imaginez? Ce sont les dernières paroles entendues de cet avion. 2 minutes plus tard, boum, le transpondeur, qui permet au radar de suivre l'appareil, est délibérément éteint. Deliberate. Ça vous donne des frissons. Non? Pas une panne. Pas de turbulence. Quelqu'un l'a coupé. Mais là où ça devient encore plus glaçant, c'est que les radars civils ont perdu complètement. Mais les radars militaires, eux, ont continué à le voir. L'avion ne s'est pas évaporé dans les airs. Non. Il a effectué un virage mystérieux vers l'ouest, traversant la péninsule malaise comme s'il avait une volonté propre. À 2h22, il est détecté une dernière fois, à environ 200 000 nautiques au nord-ouest de l'île de Penang. Et après, silence radio. Total. Pourtant, bizarrement, les systèmes satellites continuent de capter de minuscules ping de l'avion pendant des heures. Entre 3h41 et 8h19, l'unité de données satellite répond à des signaux automatiques. Le dernier signal, une demande de connexion, est enregistré à 8h19, probablement juste avant que l'avion ne tombe en panne de carburant et ne s'écrase. Dans l'océan Indien, pense-t-il. Mais penser est le mot-clé, car personne ne l'a vu se produire. On pourrait croire qu'avec tous nos satellites, nos radars sophistiqués et la connectivité mondiale, on l'aurait retrouvé en quelques minutes. Non? Eh bien non. Loin de là. Les premiers jours ont été un vrai chaos. Tout le monde cherchait au mauvais endroit, en mer de Chine méridionale, parce que cela compensait que l'avion avait disparu. Pendant ce temps, il avait déjà dévié de sa route. L'équipe malaisienne de recherche et sauvetage n'a même pas été activée avant 6h30, 4 heures après le silence de l'avion. À 7h24, Malaysia Airlines publie son premier communiqué officiel. Mais à ce moment-là, le chaos était déjà bien installé. Une fois le virage ouest bizarre compris, la recherche change radicalement. De la mer de Chine méridionale, les efforts s'étendent au détroit de Malacca et à la mer d'Andaman. Mais il devient vite clair que ce n'est pas une recherche ordinaire. Elle se transforme en l'une des plus grandes et coûteuses chasses aériennes de l'histoire. Et les chiffres? Hallucinants. 29 avions, 6 hélicoptères, 18 navires et l'aide de 26 pays. Même les satellites entrent en jeu, 20 rien que de la Chine. À un moment, ils ratissent une zone de près de 7,7 millions de kilomètres carrés. C'est comme chercher une aiguille dans 10 bottes de foin éparpillées sur un océan sans fin. Le 15 mars, le Premier ministre malaisien Najib Razak se présente devant le monde et confirme ce que tout le monde redoutait mais refusait de croire. L'avion a continué à voler pendant des heures après avoir disparu des radars. Les données satellites indiquent 2 trajectoires possibles, soit vers le nord-ouest en Asie centrale, soit vers le sud-ouest dans le sud de l'océan Indien.
Et hélas, plus on creuse, plus ça pointe vers l'océan Indien austral. Un endroit si reculé et hostile que simplement y accéder est une mission en soi. Imaginez les familles pendant tout ça. À Pékin, les proches se rassemblent dans des centres dédiés, attendant désespérément des nouvelles, n'importe lesquelles. Certains pleurent, d'autres sont en colère, tous sont dévastés. Malaysia Airlines fait de son mieux pour soutenir, en envoyant du personnel senior et des accompagnateurs, voire une aide financière. Mais vous savez comment sont le deuil et la confusion. Rien ne semble suffire. Et pour empirer les choses, en coulisses, la collaboration internationale montre des fissures. Les pays rechignent à partager leurs données militaires, sûrement pour des raisons de sécurité nationale, les infosatellites arrivent en retard et certains États s'inquiètent ouvertement que la Chine profite de l'occasion pour montrer ses muscles militaires. Donc, même si on dirait que le monde se serre les coudes, ce n'est pas si fluide. Puis arrive le 24 mars, une date qui brise des milliers de cœurs. Après analyse des poignées de main, satellites, les signaux fantômes envoyés par l'avion, les autorités malaisiennes annoncent la nouvelle déchirante. Le vol MH370 s'est terminé dans le sud de l'océan Indien. Aucun survivant, aucune épave trouvée. Juste une conclusion dévastatrice. Et le pire, certaines familles n'ont même pas reçu d'appel. Elles ont été informées par SMS. Vous imaginez perdre un proche et apprendre qu'il est parti pour toujours par texto? C'était dévastateur. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui suit, ce sont des années de recherche, de spéculation, de théories et de chagrin. Les gens commencent à poser les grandes questions. Determined? Panne mécanique avec un twist du destin? Les théories fusent, du plausible au complètement dingue. Et franchement, qui pourrait leur en vouloir? Quand on perd un avion sans trace à l'ère de Google Maps et du suivi en direct, le cerveau doit combler les vides, non? Alors nous y voilà, toutes ces années plus tard, et l'épave? À peine quelques morceaux. Des débris échoués sur des rivages lointains comme l'île de la Réunion ou Madagascar. Mais l'avion entier? Jamais retrouvé. C'est comme si l'océan l'avait englouti et scellé les réponses. Et les familles? Elles attendent encore, espèrent encore un dénouement. Parce que comment passer à autre chose quand ça se termine sans fin? Franchement, le mystère MH370 ressemble à l'un de ces puzzles réels non résolus qui grattent sans cesse au fond de votre tête. Ce n'est pas juste un avion disparu, c'est les vies qui ont disparu avec lui, les questions laissées en suspens et la prise de conscience étrange que parfois, même dans notre monde ultra connecté, les choses peuvent encore disparaître. Et on ne peut s'empêcher de se demander, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là dans le ciel? Pendant 11 ans, le vol MH370 a été le plus grand mystère de l'aviation, jusqu'à maintenant. Un drone sous-marin vient de révéler quelque chose qui change tout. Mais qu'a-t-il trouvé exactement? Pourquoi l'océan livre-t-il soudain ses secrets? Et cela pourrait-il enfin apporter la paix aux familles qui attendent depuis si longtemps? Restez jusqu'à la toute fin, car les derniers instants sont ceux où tout s'éclaire enfin. L'évolution. L'évolution de la recherche. Juste après la disparition de l'avion MH370, tout le monde s'est mobilisé, ou du moins essayé. Mais il y avait déjà un énorme couac. Le centre de coordination de sauvetage aéronautique de Kuala Lumpur n'a même pas été activé avant 5h30 du matin, plus de 4 heures après le dernier contact avec l'avion. 4 heures. Imaginez tout ce qui peut se passer en 4 heures. C'est assez pour traverser plusieurs pays. L'horloge tournait déjà, et ils étaient en retard avant même de commencer. Au début, les équipes cherchaient au mauvais endroit, en mer de Chine méridionale et dans le golfe de Thaïlande. C'est laquelle pensait que l'avion s'était écrasé. Ça semblait logique sur le moment, mais en réalité, ce n'était pas ça du tout. Pourtant, elles n'ont pas perdu de temps. Dès le 9 mars, un jour plus tard, les choses s'accélèrent. Une quarantaine d'avions et plus de 20 navires venus de Malaisie, de Chine, d'Australie, des États-Unis ratissent les mers. Tout le monde veut des réponses. Mais là, coup de théâtre, les radars militaires captent un signal suggérant que l'avion a fait un virage brutal vers l'ouest, loin de sa trajectoire initiale. Du coup, la recherche doit pivoter. Complètement. L'attention se déplace vers le détroit de Malacca, de l'autre côté de la Malaisie. Et tenez-vous bien, le 12 mars, les autorités malaisiennes annoncent que le radar militaire a suivi ce qu'elles pensent être le vol MH370 en mer d'Andaman, à environ 320 km au nord-ouest de l'île de Penang. L'Inde entre alors en scène, sollicité pour aider à chercher dans cette zone. Imaginez faire partie de cette équipe, chasser une ombre sur l'océan, suivre des pings et des indices qui peuvent mener à rien ou à tout. Autre tournant majeur, le 17 mars, l'Australie accepte de diriger la chasse dans le sud de l'océan Indien. C'est énorme.
L'autorité australienne de sécurité maritime prend les rênes et commence à ratisser une zone hallucinante de 600 000 km² entre l'Australie et les îles Kerguelen. Les îles Kerguelen, ça vous dit quelque chose? Non? Voilà. Elles sont si isolées que le premier ministre australien de l'époque, Tony Abbott, a décrit la zone comme aussi proche du milieu de nulle part qu'on peut l'être. Franchement, comment ne pas trouver ça glaçant? Un avion disparaît et les indices les plus prometteurs pointent littéralement vers le bout du monde. La recherche continue d'évoluer. Les données satellites et les experts analysant les trajectoires possibles affinent constamment la zone. Le 28 mars, toute l'opération se déplace encore, 1100 km plus au nord-est, désormais concentrée sur une zone à 1850 km à l'ouest de Perth. Et ils ne se contentent pas de survoler. La recherche en surface est massive. Quand elle est suspendue le 28 avril, ils ont couvert 4,5 millions de kilomètres carrés d'océan. C'est plus grand que l'Inde. Tout ça, et toujours aucune trace de l'épave. À ce stade, ils comprennent. Si ce n'est pas en surface, c'est sous l'eau. Très profond. La phase suivante commence. Plonger, vraiment plonger. Le navire Ocean Shield est mobilisé, équipé d'un détecteur de ping remorqué, le TPL-25. En gros, ils écoutent le moindre ping des boîtes noires sous l'eau. Ils se concentrent sur une bande de 240 km du fond océanique qu'ils pensent être le site du crash. Entre 2014 et 2016, ils ne cherchent pas à l'aveugle. Ils utilisent des sondeurs à échos ultramodernes pour cartographier 279 000 km² de fond marin. Un territoire inexploré et les données recueillies sont inédites pour cette partie du monde. Mais malgré tout cet effort, rien. Pas d'épave, pas de boîte noire, pas de gros morceaux d'avion. Pendant 2 ans, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin grande comme un continent. Puis, enfin, le 29 juillet 2015, quelque chose change. Un morceau d'aile, appelé flaperon, s'échoue sur l'île de la Réunion, un petit point dans l'océan Indien. C'est le premier débris confirmé de MH370. Vous imaginez le sentiment doux amer de cette découverte? Après tout ce temps, enfin quelque chose, une confirmation tragique, mais une confirmation quand même. Et ça ouvre les vannes. Avec le temps, plus de 20 autres débris possibles sont retrouvés sur les plages et des îles au large des côtes africaines et dans l'océan Indien. Chaque pièce est un morceau de puzzle. Chaque trouvaille valide l'idée que l'avion s'est bien écrasé quelque part dans ce vaste corridor austral. Les courants océaniques correspondent à l'endroit où les débris auraient dérivé si l'avion s'était écrasé là où on le pensait. Petit à petit, la théorie se solidifie, même si l'épave elle-même reste introuvable. La recherche sous-marine officielle est suspendue le 17 janvier 2017. Ils ont exploré une zone prioritaire de 120 000 km² et dépensé la somme astronomique de 155 millions de dollars. Pensez-y, 155 millions. La Malaisie a payé la majeure partie, 58%, l'Australie 32%, et la Chine 10%. Tout cet argent, tout ce temps, tout cet effort, et l'avion reste caché. Déchirant ne suffit même pas à décrire ça. Même après, en 2018, une société privée, Ocean Infinity, tente le coup. Ils pensent pouvoir réussir là où les autres ont échoué. Avec 8 véhicules sous-marins autonomes, de vrais drones des profondeurs, ils explorent encore 112 000 km². Toujours rien. Mais voilà, même sans trouver l'avion, ces missions ont révolutionné nos connaissances du fond de l'océan Indien. Les cartes et données collectées servent aujourd'hui à tout, de la recherche climatique aux futures opérations de recherche. Cela fait du mystère MH370 l'un des événements les plus glaçants et mystérieux de l'histoire de l'aviation. Plus d'une décennie après la disparition sans trace du vol 370 de Malaysia Airlines, et alors que le monde avait presque abandonné, un drone sous-marin semble enfin avoir percé le mystère. Mais comment ce gadget high-tech a-t-il découvert ce que les satellites et les équipes de recherche n'ont pas pu pendant des années? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps? Et qu'a-t-il trouvé au fond de l'océan? Restez jusqu'à la fin. Le dernier détail va vous laisser bouche bée. Comment les drones sous-marins ont tout changé. Comment les drones sous-marins ont tout changé. Après toutes ces années de recherche, de suppositions et d'espoir, mars 2025 a enfin apporté du mouvement dans le mystère MH370. Vous y croyez? Plus d'une décennie. Sérieusement, comment un avion entier disparaît en 2014 et on n'a toujours pas toutes les réponses? Mais là, enfin, une nouvelle lueur d'espoir. Le gouvernement malaisien, après tant d'impasse et de silence, a officiellement donné le feu vert pour une nouvelle recherche. Et pas n'importe laquelle. Cette fois, il s'associe à Ocean Infinity, le même groupe qui était déjà sur place avant. Mais voilà le twist qui rend tout ça passionnant. C'est un contrat, pas de trouvailles, pas de paiement.
Oui, vous avez bien entendu. Ocean Infinity ne touche l'argent que s'ils trouvent réellement l'épave de MH370. Et s'ils y arrivent, 70 millions de dollars. Ça motive, non? Mais le vrai game changé, c'est la technologie qu'ils déploient cette fois. Ocean Infinity ne joue pas petit bras. Ils sortent l'artillerie lourde, un monstre de navire, l'Armada 7806. 78 mètres de long, oui, c'est énorme, construit en 2023 par la société norvégienne VAR, et c'est comme un labo de science-fiction flottant. Et ce n'est pas que le bateau qui impressionne, c'est ce qu'il transporte. Ce vaisseau lance une flotte de véhicules sous-marins autonomes, des AUV, de vrais sous-marins robots. Le genre de truc qu'on voit dans les films futuristes. Ces drones high-tech, fabriqués par Kongsberg, peuvent plonger jusqu'à 6000 mètres et rester là en bas jusqu'à 100 heures d'affilée. Vous arrivez à imaginer? Un robot qui glisse sur le fond marin dans une obscurité totale, scannant chaque rocher et chaque crête pendant des jours sans aide. Et ces AUV ne nagent pas au hasard. Non, ils sont équipés de systèmes sonars époustouflants. Sonar latéral pour des images ultranettes du fond marin, comme une vision à rayon X de l'océan. Sonar à ouverture synthétique pour détecter les plus petits objets, et sonar multifaisceau pour cartographier le terrain comme dans un jeu vidéo en 3D. Et au cas où quelque chose serait enfoui sous la sédimentation, il y a le sonar de profil sous-marin pour voir en dessous. Franchement, jusqu'où peut aller cette technologie? C'est dingue. Et où cherche-t-il exactement? C'est une autre pièce du puzzle. Ils ont ciblé une zone de 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. Et le truc fou, c'est que ça inclut des secteurs jamais explorés avant. Vous y croyez? Tout ce temps, et il reste des endroits où personne n'a regardé. La recherche actuelle s'appuie sur de nouveaux modèles de données affinés et réanalysés au fil des 10 dernières années. C'est comme s'ils avaient effacé le tableau, recalculé chaque équation et dit « Ok, c'est là qu'il faut chercher ». Les opérations ont démarré en février 2025, donc c'est déjà en cours. Et là, ça devient un peu controversé, mais aussi fascinant. L'un des outils qui les aide à déterminer où l'avion a pu aller s'appelle WSPR, pour Weak Signal Propagation Reportée. En gros, c'est un système de suivi de signaux radio initialement conçu pour les radioamateurs pour voir jusqu'où leurs signaux rebondissent dans le monde. Mais maintenant, certains experts pensent que ces mêmes signaux ont pu suivre MH370. Je sais, ça semble tiré par les cheveux, non? Mais selon l'ingénieur aéronautique Richard Godfrey, il y a eu 313 anomalies dans les données de signal à l'heure et à l'endroit estimé de MH370. 313. Ce n'est pas rien. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains estiment que les signaux sont trop faibles pour être significatifs. Génie de détective ou vœu pieux? Difficile à dire. Mais c'est clairement un indice de plus sur le tableau. Bien sûr, l'océan Indien n'est pas l'endroit le plus accueillant pour fouiner. Cette nouvelle mission, elle pourrait prendre jusqu'à 18 mois. Pourquoi si longtemps? D'abord, on part d'une zone incroyablement profonde, jusqu'à 7400 mètres par endroit. C'est comme chercher au fond d'un canyon, sous l'eau, dans le noir, avec une météo imprévisible. Et n'oubliez pas, cette zone est loin de tout, pas de route maritime, pas de trafic régulier, juste des kilomètres et des kilomètres d'océan. La seule fenêtre météo correcte va de janvier à avril, donc chaque plongée doit compter. Mais ce qui rend cette recherche différente, ce qui donne l'impression qu'on pourrait enfin avoir des réponses, c'est la technologie. Ce n'est pas juste qu'ils ont du meilleur matos, c'est qu'ils sont plus malins dans son utilisation. Ocean Infinity peut maintenant lancer plusieurs drones sous-marins en même temps, ce qui accélère énormément la recherche. Et l'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Ils utilisent l'IA pour analyser des masses de données satellites, des modèles de courants océaniques et les résultats des recherches passées. C'est comme avoir un superordinateur qui fait le travail de détective aux côtés des experts humains. Et quand on y pense, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Ce bond technologique pourrait enfin faire la différence. Nous y voilà en 2025, avec un navire qui semble sorti du futur, une équipe ultra concentrée, des drones qui vont là où les humains ne peuvent pas, et des modèles de données construits sur des années de recherche. Et soyons honnêtes, il y a beaucoup en jeu. Pas juste les 70 millions de dollars, mais la paix pour les familles qui attendent depuis plus d'une décennie. Les réponses qui hantent les gens depuis tout ce temps. Le simple besoin humain de savoir. Parce que quand un avion disparaît comme ça, sans trace, il laisse un vide. Pas juste dans le ciel, mais dans le cœur de tous ceux qui attendent un signe, une raison, une vérité. Alors peut-être, juste peut-être, cette fois sera la bonne. Peut-être que cette fois, l'océan rendra enfin son secret. Ce que nous savons sur l'emplacement révélé. Ce que nous savons. Ok, accrochez-vous. Après des années,
je dis bien des années, à ratisser l'océan comme une botte de foin géante sans aiguille. On dirait qu'on se rapproche enfin de comprendre ce qui est vraiment arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines. Et franchement, vous y croyez? Plus d'une décennie. Ça reste si frais et déroutant, comme un de ces mystères criminels dont on n'arrive pas à se sortir de la tête. Maintenant, tous les regards sont tournés vers cette nouvelle zone ciblée au fin fond de l'océan Indien. Et croyez-moi, ce n'est pas une mer tranquille. Non, c'est le genre d'endroit qui fait hésiter même les équipes de recherche sous-marine les plus expérimentées. Parce que le terrain là-bas, c'est du lourd. Falaises sous-marines, crêtes montagneuses imposantes, un volcan. Oui, sous l'eau. Et pour pimenter le tout, un canyon gigantesque, genre Grand Canyon sous-marin. Et j'ai mentionné que certaines parties plongent jusqu'à 6000 mètres. Ça fait plus de 19 000 pieds. Imaginez chercher une épave dans ce genre d'abysse. Pas étonnant que l'avion soit resté caché si longtemps. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la zone chaude actuelle se situe entre 1560 et 2400 km à l'ouest de Perth, en Australie. C'est loin, vraiment très loin en plein océan. Richard Godfrey, l'un des analystes, dit que ses calculs pointent vers un endroit à 29,128 degrés sud et 99,934 degrés à 30 km près. Et juste quand vous pensez « Ok, c'est ça », un autre chercheur, le docteur Vincent Lin, arrive avec ses conclusions, qui suggèrent un emplacement légèrement différent à 33,02 degrés sud et 100,27 degrés est. C'est presque comme deux potes qui se disputent sur quel café fait le meilleur cappuccino en ville. Sauf que là, l'enjeu est colossal et le café est à des milliers de mètres sous l'eau. Alors, qui a raison? C'est la question à $1 million. Ou plutôt à 200 millions si on compte le coût de la dernière recherche officielle. À ce propos, rappelez-vous la mission Ocean Infinity de 2018? Elle a couvert 112 000 km² d'océan, une surface hallucinante. On aurait pensé que quelque chose serait apparu. Non? Eh bien non. Rien. Il s'avère que ce nouveau site de crash supposé n'a fait qu'effleurer le bord de l'ancienne zone de recherche, comme être à quelques centimètres près sur une carte géante. Vous imaginez la frustration? Passer tout ce temps, cette énergie, cet argent à chercher dans une zone, pour découvrir que ce qu'on cherchait était probablement juste à côté? C'est comme quand vous retournez toute la maison pour trouver vos clés et qu'elles sont dans votre poche arrière. Mais là, ils utilisent des outils différents. On parle d'une approche bien plus affinée, avec une analyse de signal avancée. Tenez-vous bien, la technologie WSPR. Je sais, ça sonne comme de la science-fiction. WSPR, c'est Weak Signal Propagation Reportée, et apparemment, ça c'est comment les signaux radio rebondissent autour du globe, et peut-être sur des avions? C'est là que ça devient controversé. Certains experts disent « Oui, ça peut totalement marcher », d'autres lèvent les yeux au ciel. Sérieux? Des signaux radio pour trouver un avion disparu il y a plus de 10 ans? Mais quand même, c'est impressionnant de voir une technologie qui n'existait même pas à l'époque donner un nouvel espoir. Peter Foley, qui a dirigé l'énorme recherche de l'ATSB, a même dit qu'il était plein d'espoir. Et ce n'est pas n'importe qui. Il a supervisé une recherche à 200 millions de dollars, donc s'il dit que ça peut mener quelque part, on a envie de tendre l'oreille, non? Mais soyons honnêtes, il y a encore pas mal de débats dans la communauté scientifique. Comme pour tous les grands mystères, tout le monde n'est pas d'accord sur la méthode, même s'ils veulent tous des réponses. Et là, le détail qui fait tomber la mâchoire. Le docteur Lin pense que l'avion n'est pas juste tombé dans une zone plate de l'océan. Non. Selon lui, MH370 a peut-être percuté le flanc d'une pente sous-marine abrupte, pas juste chuté dans un de ces trous océaniques ultra profonds comme on le supposait avant. C'est glaçant quand on l'imagine. Non, ça ajoute une toute nouvelle couche au mystère. Parce que si c'est vrai, peut-être que l'épave est là depuis tout ce temps, accrochée au bord de cette pente, enfouie sous les débris et les sédiments, hors de vue. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Toute cette nouvelle zone de recherche qu'ils ont cartographiée fait environ 15 000 km². Ça peut sembler petit, mais c'est à peu près la taille de Sydney. Imaginez chercher un avion brisé dans une zone grande comme une ville sous l'eau, où les routes sont des canyons et des volcans. Ça semble impossible, non? Mais pour la première fois depuis longtemps, les pièces commencent enfin à s'emboîter un peu. C'est comme dans ce documentaire True Crime, où, après des années de pistes froides, un seul indice finit par faire craquer l'affaire. Et ce moment-là? Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et espérer. Espérer que les équipes obtiennent le feu vert, que la recherche continue, et surtout, que les familles qui vivent dans le flou depuis si longtemps obtiennent enfin la paix qu'elles méritent. Parce que vraiment, comment vous sentiriez-vous si un proche disparaissait de la surface de la Terre et que personne ne pouvait vous dire où ni pourquoi? C'est ça qui frappe le plus fort, non?
Derrière toute la technologie, l'analyse et l'exploration, il y a des gens, des mères, des pères, des enfants, qui attendent encore des réponses. Alors croisons les doigts pour que cette nouvelle zone soit la bonne. Et qui sait, peut-être qu'on est enfin au bord de poser la dernière pièce d'un des puzzles les plus déchirants de l'histoire moderne. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires captivantes, cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran.